Il se nomme Joseph, Philippe, Pierre, Yves, Elliott Trudeau. Sa famille est venue de France en Amérique il y a plus de 300 ans. Son grand-père était cultivateur, son père, avocat et homme d'affaires. Fasciné par les explorateurs partis de Québec à la découverte du Nouveau Monde, Pierre, tout jeune, se fait appeler Pierre Esprit, en l'honneur de Pierre Esprit Radisson, le plus intrépide des coureurs de bois. Lorsqu'il a une vingtaine d'années, inspiré par Radisson, il avironne de Montréal à la baie d'Hudson en compagnie de quelques amis. De cette audacieuse expédition qui dure tout l'été, il tire un essai philosophique, l'ascétisme en canot. Une des conditions de l'équipé est de se confier, entièrement dépouillé, à la nature. Le canot, l'aviron, la couverture, le couteau, le lard salé, la farine, la ligne de pêche, le fusil. Voilà à peu près toute sa richesse. En retranchant ici de l'héritage humain tout l'inutile bagage matériel, l'esprit est en même temps libéré des calculs, des souvenirs, des préoccupations oiseuses. Je connais un homme à qui l'école n'a jamais su enseigner le nationalisme, mais qui contracta cette vertu lorsqu'il eut ressenti dans sa chair l'immensité de son pays et qu'il eut éprouvé par sa peau combien furent grands les créateurs de sa patrie. Pierre Trudeau garde de son enfance le souvenir d'un autre héros qui a sur lui une influence encore plus durable, le chevalier Cyrano de Bergerac. Jamais le gars qui se battait 1 contre 100, qui était contre les autres, qui était ferrailleur, etc. Il me semblait que ça répondait un peu à mon tempérament, et alors je me suis mis à apprendre la pièce par cœur, et au collège, quand il y avait des récitations à faire, c'était toujours des grandes tirades de Cyrano. Et je pense que j'ai été un peu pris par le personnage de Cyrano qui se battait seul contre tous, qui était non conventionnel, qui rejetait les prétentions de la société, qui était l'individualiste. Pierre Elliott Trudeau est né à Montréal en octobre 1919, un an après sa sœur Suzette. Son frère Charles, surnommé Tip, est né en 1922. Les parents, Grace Elliott et Charles-Émile Trudeau, se sont mariés en 1915. Le caractère de Pierre est, à bien des égards, le fruit de cette union. Charles-Émile Trudeau est un homme obstiné et ambitieux. Fils d'un modeste cultivateur, il fait des études de droit à la force du poignet. Mais il se lasse vite de la profession qu'il exerce brièvement à Montréal. Rêvant d'être millionnaire, il ouvre des stations-service à Montréal et fonde un club automobile. Une décision astucieuse puisque ses affaires grossissent rapidement. Il s'intéresse aussi à la politique et devient l'un des premiers partisans de Maurice Duplessis, qui, en 1933, succède à Camillien Hood à la tête du Parti conservateur du Québec. Les vacances en été, on les passait au Mont-Tremblant, dans une toute petite cabane, au moment où il y avait très peu de villégiature au Mont-Tremblant. On se prenait la croix et la bannière pour se rendre là. Dès le début des vacances, on rasait le crâne des 2 garçons pour qu'ils n'aient pas à se faire coiffer du reste de l'été. Les enfants passaient la semaine avec leur mère et voyaient leur père les week-ends. Alors, ils venaient les fins de semaine. Ils montaient le vendredi soir, repartaient le dimanche soir. Et ils venaient d'ailleurs avec des amis, généralement. Ils faisaient la foire. Ma mère faisait la cuisine pour des fois 10, 15 personnes.
Et ça discutait fort, ça parlait fort, ça chicanait, ça prenait un verre, ça jouait aux cartes, ça parlait politique. J'entendais souvent l'expression « Oui, ta machine électorale était meilleure que la nôtre » ou « On n'avait pas de bonne machine électorale », etc. La politique, c'était déjà mystérieux pour moi, mais la machine électorale, pour un enfant, ça évoque une machine, quoi, une locomotive, un vieux bazou, et j'avais aucune idée comment cela, ça pouvait entrer dans la politique, mais c'était une chose visiblement importante. Grace Elliott, la mère de Pierre, était la fille d'un aubergiste d'origine écossaise et d'une mère canadienne-française. Elle n'avait que 9 ans quand sa mère est décédée et elle a été élevée au couvent dans les cantons de l'Est. Ma mère jouait beaucoup le piano. Plus jeune enfant, je me souviens que le soir, elle jouait le piano, puis on chantait des chansons. Et il y avait toujours de la musique dans la maison. Et plus tard, quand on était au collège, on s'est intéressé à la musique. On avait une assez bonne collection, un bon appareil. Et elle nous amenait au concert aussi. Mon père, j'ai pas l'impression qu'il était très artistique. Je le voyais à l'occasion lire son journal, Le Devoir. Il aimait bien Henri Bourassa. On avait les livres qu'on voulait, on avait les disques qu'on voulait, mais on fermait les lumières, on dépensait pas d'argent inutile. Je pense que c'était un peu la mentalité de mon père qui n'avait pas été riche, fils de cultivateur, et de ma mère qui était fille d'un vieil Écossais qui lui avait appris ces manières-là. Du côté de mon père, c'était les cousins, c'était les oncles, les tantes et la grand-mère qui, elle, demeurait à Saint-Rémy. Alors on allait parfois dans sa maison aussi. C'était les chevaux, les poules, les cochons. Avec sa sœur Suzette, Pierre Trudeau revoit la ferme des grands-parents. Ça devait être là-dedans que papa allait porter l'eau. Porter le lunch. Ça labourait là-dedans parce que le grand-papa avait dit à papa que s'il ne réussissait pas au Collège Sainte-Marie, puis s'il n'avait pas des bonnes notes, il reviendrait, puis son père lui dirait « attelle la grise, puis il va prendre la charrue. » Il fallait passer, c'est clair. Je pense qu'il m'avait raconté ça pour que je fasse la même chose. Pierre est plus frêle et plus délicat que son frère cadet ou sa sœur aînée. Son père se met en tête de l'endurcir, d'en faire un homme, comme on dit à l'époque. Mon père me lançait constamment des défis, comme la fois où je suis allé voir le directeur pour lui dire que je devrais être en deuxième plutôt qu'en première année. J'aurais voulu que mon père le fît, mais il m'a dit « Non, tu vas voir le directeur toi-même. » J'avais 6 ans à peu près. J'étais un enfant timide, j'avais les larmes aux yeux dès qu'on me regardait un peu de travers, ou qu'on me bousculait, ou qu'on me parlait fort. Alors, et même, un de mes amis de ce temps-là, un grand Irlandais, qui me disait, bah, tu te donnes en spectacle quand tu pleures comme ça. Alors, je me suis dit, oui, c'est vrai. Alors, je me suis fait une carapace, un système de défense, peut-être même exagéré, pour contrôler mes émotions, pour faire un peu dur. Chaque été, au mois d'août, Charles-Émile Trudeau, à qui on doit ses images en 16 mm, emmenait sa famille en vacances à Old Orchard. Sa femme Grace, sa fille Suzette et ses 2 fils, Pierre et Charles. Ça, c'est mon petit frère et moi. Alors, c'est une sorte de carnaval qu'on avait organisé entre chez nous et les voisins. Je me souviens encore du nom de la famille, les Descaries. Ouais, c'est moi qui fais le clown, là. Le père de Pierre aimait se colleter avec lui et le poussait à faire chaque jour des exercices physiques.
La stratégie réussit. Pierre devient effectivement plus robuste et compétitif. Et très tôt, il prend la tête dans les batailles entre bandes de gamins du quartier. La famille Trudeau habitait rue Durocher, dans le secteur le plus cosmopolite d'Outremont. On vivait bien, mais je regarde ça aujourd'hui, c'était une maison fort modeste, c'était dans un quartier un peu basse classe moyenne. C'était un quartier à l'image de la famille où on parlait aussi bien l'anglais que le français. Mon grand-père parlait généralement anglais avec ma mère, mais quand mon père était là, tout se passait en français. Et chez les cousins Trudeau, c'était toujours le français. Je parlais anglais dans la rue quand je jouais avec un de mes voisins juifs ou irlandais. Jack Mandel habitait la maison voisine de celle des Trudeau. Do you remember the first time you hit me? No. Tell me. I'll tell you. You see, the hitter... Doesn't remember. The hitter and the hittee have two different relations. I walked out of the front stairs of that house, and you came up the stairs and you said, "Hey, do you know when 3 are 1 and 1 are 3? Now, you understand that reference. You see, this is so interesting. It was the Holy Trinity. I came down... Must have been at least in kindergarten. In kindergarten, you would learn catechism. And I came down the stairs, and I said, "You're full of shit, Pierre." Because 3 and 1. And your immediate response was a conditioned reflex almost. This was the time when your father bought you boxing gloves. That's true. Because he thought you were a small, tiny, would never be like him. And you went like this, bang. Oui, j'étais batailleur, mais je pense que c'était surtout parce que j'étais trop fier de dire non, c'est pas à mon tour de se battre, on va en envoyer un autre. J'étais toujours étonné de voir que, même avec un plus grand que moi, souvent je le terrassais et ça me surprenait. Puis ça me disait, oui, mais ça veut dire que la prochaine fois, ils vont m'envoyer encore à la bataille. Mais des fois, on se faisait péter le nez, puis c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable. Mais je pense que c'est une question de fierté, surtout. Je suis aussi bon que n'importe qui, puis... Dans les années 30, alors que le monde est enlisé dans la crise, la famille fait fortune. Charles Trudeau a assemblé un vaste réseau de stations-service qu'il vend à l'Imperial Oil pour 1 400 000 $. Il double son capital par des placements à la bourse et il acquiert des intérêts notamment dans le club de baseball des Royaux de Montréal et le Parc Belmont. Alors pour moi, cette période-là, c'est une période où ça allait bien pour nous. Alors il avait dû dire à un moment donné, bon, maintenant que j'ai un peu de sous, on va amener la famille en Europe. Les Trudeau s'embarquent sur l'Empress of Britain. Et c'est le désir d'un père de faire voir les belles choses d'Europe. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'était pas tellement porté sur la musique, mais certainement il nous a fait voir beaucoup de monuments. En pleine montée du nazisme et du fascisme, la famille parcourt l'Europe, de Londres à Venise. L'Italie, Florence, Rome, etc. Pour remonter à travers la Suisse et l'Allemagne. Un beau voyage pour des enfants. J'étais pas conscient de la montée du fascisme en Europe. Je me souviens qu'on disait que, bon, Mussolini, je pense quoi qu'on l'avait vu au balcon à un moment donné. Ou peut-être c'est une imagination d'enfant, mais on nous expliquait qu'il avait réussi à mettre l'Italie un peu au pas. Je voyais beaucoup de militaires, je voyais la parade des chemises noires. Je n'étais pas vraiment conscient de ce qu'il y avait des dictatures et des démocraties. On voyait plutôt là où les hôtels marchaient bien et là où ça ne marchait pas. En 1931, la famille Trudeau emménage avenue McCulloch.
dans un quartier plus cossu d'Outremont. À partir du moment où on ménage sur la rue Macalac, la famille devait être plus à l'aise. Je sais ça maintenant, mais pour moi, il n'y avait pas de différence. Je n'avais pas plus d'argent de poche à ce moment-là. Le piano était là. Oui. Le piano qui était. C'est toujours les mêmes plafonniers. Très studieux, Pierre passait des heures à lire, enfermé dans sa chambre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toujours plus petit qu'on le voit dans le souvenir. En 1935, en séjour d'affaires en Floride, Charles Trudeau, âgé de 47 ans, contracte un virus. Pierre a 15 ans. Ah, ça me rappelle un souvenir. C'était la nuit, on savait que mon père était malade puisque ma mère était allée le rejoindre. Et alors, on était inquiets. Ma tante m'avait dit que c'était sérieux. Et je me souviens, à un moment donné, il y a eu un téléphone et j'étais en haut de l'escalier. Puis elle m'a dit ton père est mort. Et c'était la fin d'un monde. Avant que mon père parte pour un certain voyage, on lui avait donné une copie de Cyrano de Bergerac. Et sur les pages blanches, on avait fait une dédicace en disant, en citant cette fameuse phrase dans le monologue du non merci, mais chanter, rêver, rire, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Et celui qui l'avait offert à mon père avait dit bon voyage, Charlie, et redevenez Cyrano. Pour de la nature. La nature, on est élevé avec ça. Donc, il fallait connaître les sports qui nous permettent d'approfondir la nature. Et ça peut être le ski de fond, ça peut être le ski de descente. Les deux, à ce moment-là, ne se distinguaient pas. L'été, c'est l'exploration canot, que j'ai commencé au camp Mec, où on nous apprenait la technique du canot, du camping. J'avais avant ça appris chez les scouts et chez les scouts marins les techniques de la voile, de la vie en plein air. Et c'était une gradation dans les aventures. Le jeune Trudeau fait ses humanités chez les Jésuites, au collège Brébeuf, qui accueillait, suivant la tradition, les fils de l'élite du Québec. J'étais un élève travaillant. Je voyais ça comme des défis. Le latin d'abord, les maths plus avancées, l'histoire. J'avais le démon de la connaissance. Je me souviens même dans le manuel de physique, si le professeur disait, bon, bah, vous sauterez le chapitre 10 et 12, on verra pas ça pour l'examen. Je lisais quand même le chapitre 10 et 12. Je voulais pas que la science m'échappe. Je voulais voir jusqu'où mon esprit pouvait aller et je voulais voir jusqu'où mon corps pouvait aller. Et je recherchais les gens qui étaient excellents dans un domaine. J'avais des amis qui peut-être étaient de parfaits ignorants, mais s'ils étaient bons au plongeon, c'était mes amis, parce qu'on pouvait faire des choses ensemble. Quand les gens parlaient politique au collège ou l'actualité, ça m'intéressait absolument pas. C'était les classiques. Il fallait connaître les grands auteurs avant de perdre son temps à lire le journal ou à écouter la radio. Je trouvais qu'il y avait tellement de choses à lire, tellement de philosophes à connaître, tellement de pays à voir, tellement de sports à développer, que
j'avais pas de temps pour l'actualité, pour le contemporain, pour l'aujourd'hui. C'est là, pour marquer son ascendance anglaise et défier ce qu'on appelait à l'époque les nationaleux, que Pierre annexe à son nom celui de sa mère, Elliot. Dans les leçons d'histoire, quand le professeur nous parlait d'un incident comme la bataille de Carillon ou la bataille de Châteauguay, où les Canadiens français étaient sortis vainqueurs, évidemment, la classe, pour faire un peu les pitres, se mettait à applaudir, « Hurrah, hurrah, on a gagné », etc. Moi, je manifestais un peu moins que les autres, mais par ailleurs, lorsqu'on arrivait, par exemple, à la défaite des plaines d'Abraham, je me suis mis à faire des « Hurrah, hurrah » juste pour emmerder les gens. Il ne résiste pas à la tentation d'un canular. Un jour, dans un débat public, avec un ami dans la salle, au moment donné, il s'est levé, il dit « C'est un fou, qu'on l'arrête, qu'on fasse venir la police. » Alors je dis « Monsieur, je vais vous dire comment on traite les gens comme vous. » Je sors mon revolver, je tire dessus. Alors lui s'effondre, évidemment, ça fait un petit scandale. Puis tout à coup, on s'aperçoit que c'était une blague. Des galéjades d'étudiants. Oui, j'ai été renvoyé quelquefois du collège, mais ça finissait toujours par se régler avec des excuses. Devenu rédacteur en chef du journal du Collège Brébeuf, Pierre Trudeau prône déjà l'individualisme. J'écrivais souvent des articles qui avaient des prétentions philosophiques et c'était des articles où je disais justement il faut se désolidariser de la pensée commune, il faut tâcher à développer sa pensée propre à soi. Et même dans certaines discussions ou certains échanges sur les questions religieuses, je tendais à dire c'est sa conscience qu'il faut suivre, c'est pas les règlements du collège ou même les commandements de l'Église, il faut suivre sa conscience. En 1939, la guerre éclate et son individualisme est mis à rude épreuve. Pierre Trudeau doit se soumettre à l'entraînement militaire dans le corps-école des officiers canadiens. Mais l'uniforme ne tempère pas ses instincts rebelles. Il proteste contre l'unilinguisme d'un officier. J'avais fait semblant de ne pas comprendre l'anglais et je l'avais obligé à répéter dans un français assez peu élégant les commandements, les choses qu'il voulait qu'on fasse. La guerre le laisse d'abord indifférent. Il ne comprend pas très bien que tout le monde s'en émeuve. Les gens disaient que c'était une guerre importante. Moi, je disais oui, mais la guerre du Péloponnèse aussi, il faut la connaître. Et c'était un sentiment un peu intellectualisé, je faisais un peu abstraction de la réalité. Au Québec, on résiste avec acharnement à la conscription. En 1942, le maire Camillien Houde est interné pour avoir cherché à dissuader les jeunes de répondre à l'appel de l'armée. 6 mois après le référendum autorisant le gouvernement fédéral à décréter l'engagement obligatoire pour le service outre-mer, Jean Drapeau se présente à une élection partielle contre le major général Léo Laflèche, ministre des services de guerre. Pierre Trudeau, alors âgé de 23 ans, prend parti pour Drapeau. Dans un meeting électoral, il prononce un vibrant réquisitoire contre la mobilisation obligatoire. Le discours fait la une du journal Le Devoir. Trudeau disait « On vous demande de vous suicider. Citoyens du Québec, l'heure est au soulèvement. » Je faisais un peu des pattes comme des exercices oratoires. Enfin, j'y croyais, mais de toute évidence, j'employais un langage inflammatoire qui dépassait probablement la nécessité du contexte. Pendant la guerre, Pierre Trudeau fait des études de droit à l'Université de Montréal et se classe premier de la province aux examens du barreau. Ensuite, sur les conseils d'André Laurendeau, il décide d'étudier l'économie à l'Université Harvard. J'étais ébahi par la richesse de connaissances que je découvrais à Harvard.
Et les gars de mon âge, ou souvent moins âgés, qui étaient dans le post-gradué avec moi, on savait plus long, par exemple, sur le droit romain, qui l'avait étudié pendant 1 an à Montréal. J'avais parmi les meilleurs professeurs du monde, puisqu'il y avait beaucoup d'émigrés d'Europe chassés par les nazis, etc., qui s'étaient installés à Harvard. Alors, ça ne m'étonne pas que j'ai découvert que j'étais un bébé intellectuellement à côté de ceux qui étaient là, qui étudiaient là et qui enseignaient. À Boston, il prend du recul par rapport à la guerre et par rapport au Québec. Dans une lettre à son ami Roger Roland, il reconnaît même avoir été inconscient. C'était plus le Québec, c'était le monde, c'était une dimension différente. Et certainement que de là, j'ai dû commencer à m'apercevoir que j'avais manqué un des grands événements du siècle, la Seconde Grande Guerre. J'ai dû m'apercevoir qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé à côté de moi et que je ne l'avais pas vu. Le regrette-t-il? Non, j'ai jamais rien regretté. J'essaie de me corriger pour l'avenir, mais je ne regarde jamais en arrière. En 1946, à l'âge de 26 ans, Pierre Trudeau s'installe à Paris. La capitale française, au lendemain de la guerre, est en plein ferment intellectuel et politique. Trudeau s'y lie d'amitié avec Gérard Pelletier. 50 ans plus tard, avec son fils Sacha et Pelletier, il revoit la chambre d'hôtel qu'il occupait près de Notre-Dame. Eh bien, Sacha, tu vois, c'était ici que j'avais ma chambre d'étudiant. C'était plus grand. D'abord, il n'y avait pas de salle de bain. C'était un peu plus grand. Il y avait un lavabo dans le coin. Et un bidet sur pattes, là, Ouais. sans eau, d'ailleurs. Est-ce qu'on pouvait vraiment étudier ici? C'était plus grand. Il y avait une table de travail. Et Qu'est-ce que tu étudiais à l'époque? Ben, j'étais au Sciences Po à ce moment-là, puis à la faculté de droit. Et Roger Roland, à ce moment-là, qui avait trouvé l'hôtel, d'ailleurs. Il était, je pense, dans une chambre à côté, mais c'était des chambres au moins 2 fois plus grandes. Venez près de la fenêtre, je vais vous montrer comment on trouvait l'heure. On entendait bien sûr les cloches de Notre-Dame. Mais... Tu vois, sur le côté de la tour. On était allé voir, tu te souviens probablement, Les Enfants du Paradis, qui venaient d'être interdits par la censure au Québec. Oui, ça avait fait une histoire de c'était un grand film. Tous les deux, on avait écrit une lettre conjointe de protestation parce que le film avait été interdit. Ah, c'est ça. Et particulièrement, je pense, aux étudiants de l'Université de Montréal qui voulaient le présenter un soir de gala. La permission avait été accordée, puis ensuite... Retirée, oui, je me souviens de ça. Et alors, cette lettre avait paru, puis nous avait valu une semonce, sauf erreur, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative du temps. Ouais, de René Chaloux, qui avait dit « Le gouvernement devrait faire revenir tous les boursiers et leur donner une fessée. » Et à la suite de la déclaration de Chaloux, Le télégramme. on avait envoyé un télégramme à Duplessis. Vous envoyons fesses pour fesser mes prières de retourner fesses au plus tôt, car fesses fort utile à Paris. Mais Duplessis n'avait jamais répondu. Liberté d'expression. La liberté d'expression à Paris avait été, je pense, une révélation pour toi et pour moi. Oui. On avait rencontré Robert Aron, Fernand Léger, Théard de Chardin. Daniel Robs. Oui. C'était quelque chose. Et on était à même de puiser dans tous les courants de la pensée tourbillonnante en France à ce moment-là. Le communisme d'un bord, l'intégrisme catholique de l'autre, l'humanisme chrétien, l'existentialisme de Mounier et puis l'existentialisme de Sartre. C'était une source de défi intellectuel extraordinaire. En plus de Roger Roland, Trudeau retrouve à Paris l'expatrié François Hertel, un jésuite défroqué qu'il avait connu à Brébeuf. Il fait aussi connaissance avec le groupe de la revue Esprit.
Trudeau est séduit par la pensée personnaliste d'Emmanuel Mounier. C'était la réconciliation du chrétien intégré dans la vie, qui n'est pas dans une tour d'ivoire, mais qui doit vivre dans le social et l'économique d'aujourd'hui. Après un an à Paris et une autre année passée au London School of Economics, Pierre Trudeau se lance à l'assaut du monde. Il a 28 ans et le goût de l'aventure. Je voulais voir d'abord si la Terre était vraiment ronde. Alors je me disais, si je me dirige toujours vers l'Est, je finirai par revenir au pays. Le prétexte, si je peux dire, c'était que je voulais travailler à une thèse sur la rencontre, le conflit du marxisme et du christianisme dans les pays du monde, et en particulier en Asie, où il y avait beaucoup de missionnaires canadiens que je rencontrais, et beaucoup de marxistes aussi. Et comment ces deux philosophies se disputent le territoire indien. Je voulais voir le Proche-Orient, je voulais voir la Palestine, je voulais voir le Sud-Est asiatique, je voulais voir l'Afghanistan. Qu'il y eut des guerres ou non, j'y serais allé quand même, mais il s'est trouvé qu'il y avait aussi des guerres. Sa témérité n'est pas sans lui causer des ennuis, surtout lorsqu'il s'infiltre parmi des commandos palestiniens pour aller d'Amman à Jérusalem. J'étais avec une vingtaine d'hommes en arrière d'un camion, là, avec des carabines, puis le cheféa, etc. Et là, à Jérusalem, je me suis promené jusqu'à ce qu'à un moment donné, on m'arrête, puis qu'on me mette en prison, puis on voulait me zigouiller. On l'a pris pour un espion juif. Alors on m'a renvoyé à Amman pour être jugé par les cours, les tribunaux. Puis là, rendu à Amman, j'ai invoqué la protection de l'ambassade britannique, puis j'ai fini par sortir de prison. Pierre Trudeau visite ainsi l'Europe de l'Est, les Balkans, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Indochine, la Thaïlande, la Chine et le Japon. Il est à l'affût de toutes les expériences, mais il poursuit d'abord une quête spirituelle. En réalité, le goût du voyage et le besoin de réflexion ne l'ont jamais quitté. La dimension spirituelle était certainement présente, mais ça faisait partie, je pense, de mon voyage spirituel et intellectuel pour essayer de me découvrir les valeurs à moi que je voulais poursuivre, respecter. Je me souviens que le problème de la liberté m'avait toujours hanté. Même déjà dans les études au Brébeuf, en philosophie, les questions de liberté et de prédestination, la notion de Dieu et de l'homme libre, que Dieu voit tout, il prévoit tout, c'est un transcendantal, mais que l'homme est libre de choisir sa destinée. Et je me souviens que philosophiquement, c'était une voie qui m'attirait toujours. Quand il rentre à Montréal, Pierre Trudeau a 29 ans. J'avais des amis qui me disaient que j'étais chanceux de pouvoir partir pour la Chine ou l'Afrique. Mais je lui disais, vous avez la chance, vous avez déjà des enfants, une belle famille, ça grandit, et votre avenir est en train de se faire, le mien. Dieu sait ce qui se passera. Pierre Trudeau est vite plongé dans la réalité québécoise. À Thetford et à Asbestos, les mineurs de l'amiante étaient engagés dans un violent conflit contre des multinationales américaines. Asbestos, c'est venu pratiquement à mon tour. J'ai appelé Pelletier, puis il dit « puis je m'en vais faire un reportage pour Le Devoir à Asbestos ». Alors je dis « j'embarque », il dit « t'embarques ». Gérard Pelletier, reporter au Devoir, a été l'un des premiers journalistes à saisir la gravité de la situation. D'ordinaire, les journaux de Montréal s'intéressaient peu à ce qui se passait en dehors de la métropole. C'était pas aussi profond que ça là-bas. Il n'y a rien de ça
La grève de l'amiante dure de février à juillet 1949. Elle implique 5000 mineurs. Le syndicat veut installer un régime où il serait reconnu comme le vrai représentant des employés. Excédés par la lenteur des négociations, les mineurs ont débrayé prématurément, donnant ainsi aux autorités et à la police prétexte à une répression brutale. La grève était aussi la première tentative des syndicats ouvriers de se dégager des griffes de Maurice Duplessis et du grand patronat, qui formaient une coalition particulièrement oppressive. La grande entreprise, surtout anglaise et américaine, procurait un soutien financier au régime de l'Union nationale. Duplessis lui promettait en retour une main-d'œuvre docile et n'hésitait pas à recourir à la police pour s'en assurer. Les syndicats ouvriers constituaient pratiquement le seul groupe de résistance à l'ordre établi. C'est alors que Pierre Trudeau fait la connaissance de Jean Marchand. Le chef ouvrier deviendra son ami et son maître à penser en politique. Je l'ai d'abord vu sur la tribune, tenant les ouvriers, les syndicats de l'amiante, suspendus à ses lèvres, et j'ai admiré tout de suite le personnage. Et ensuite on s'est vu de plus en plus souvent, j'ai vu que c'était non seulement un leader d'hommes, un charmeur de foule, un orateur émérite, mais que c'était un homme qui avait une pensée sociale profonde et qui se dévouait au syndicalisme par conviction, parce qu'il sentait qu'il y avait une injustice à redresser. Marchand était secrétaire de la Confédération des travailleurs catholiques, qui avait souvent maille à partir avec le régime Duplessis. Trudeau, qu'on voit ici en Bermuda, est à ses côtés dans plusieurs conflits. Il passe pour un dilettante aux verbes souvent incendiaires. And I think trade union people throughout the province should rise in arms and not in arms, should lay down their tools and show their economic force. Trudeau se souvient aussi d'avoir été réprimandé par Jean Marchand pour ses excès de langage. J'avais encore une fois fait un peu des pattes, j'avais été un peu emporté, utilisant des expressions peut-être un peu violentes. Il m'avait dit après, écoute, ces gens-là sont assez violentés, ils sont assez montés, t'as pas besoin de les encourager. Si tu leur parles encore, dis-leur des choses sensées, mais fais pas d'appel à la force. Alors j'avais compris qu'il non seulement il jugeait bien la foule, mais il me jugeait un peu ma tendance à exagérer. À Asbestos, on proclame la loi de l'émeute. Pelletier et Trudeau, accusés d'être fauteurs de troubles, sont arrêtés et chassés de la ville. Ils nous ont arrêtés puis ils nous ont amenés à la maison des gardes-malades qui était là, hein? Ah, vis-à-vis, en face. Et qui a été détruite aussi parce que la M. Trudeau a été un homme tannant un petit peu envers la police. C'était un organisateur. C'est vu sur la rue du Roi, là, je ne sais pas si ça existe encore, le du Roi. Vous aviez fermé ça, c'est vous qui êtes organisateur. Mais quand la police arrivait, Pierre... Il y avait l'air innocent. C'est ça. Asbestos, La Chute, Louisville, Murdochville. Partout où les syndicats relèvent le nez dans les années 50, la riposte est instantanée et brutale. La police et des bandes de fiers à bras sont couramment mises à profit pour mater les grévistes. Trudeau rêve d'enseigner. Mais au Québec de Duplessis, les portes de l'université sont fermées aux radicaux de sa trempe. Je voulais enseigner à l'Université de Montréal. On m'offrait un job à Queens. Peut-être que j'aurais pu enseigner chez le Père Lévesque. Ça n'a jamais été discuté, je pense. Mais je voulais enseigner à Montréal. C'était ma ville. J'en étais absent depuis 6 ans à peu près. Et j'ai pas trouvé de job à l'université. Duplessis ne voulait pas que j'enseigne là. Il prend donc le chemin d'Ottawa et trouve un emploi au conseil privé. Mes amis voulaient m'attirer aux affaires extérieures. J'avais rencontré Marcel Cadieux, qui m'avait trouvé effronté parce que j'avais une grosse barbe encore, puis qu'un ambassadeur en herbe ne devait pas avoir une grosse barbe à ce moment-là. Mais finalement, j'ai eu une offre sérieuse et aux finances
et au conseil privé. Alors, comme c'était au centre de l'action, j'ai choisi le conseil privé. À la conférence fédérale provinciale de 1950, il voit pour la première fois celui qu'on accuse de tyranniser le Québec. Duplessis, ce dictateur qui fait des élections un an avant le temps. Il se conduisait aussi comme un petit tyran. Je me souviens qu'il faisait une farce, puis il regardait, qui était bonne des fois, ces farces. Mais il voulait toujours s'assurer que ses ministres riaient fort. Puis, je me souviens d'un endroit, il était de bonne humeur, il sort un cigare, puis il en lance en l'air pour ses ministres, là, pour les voir se précipiter par terre pour prendre le cigare du chef. Je n'avais pas trouvé ça très digne. Dans l'intervalle, Trudeau, Pelletier et un groupe d'amis fondent la revue Cité libre, dont l'idée avait germé à Paris. La revue préconise un catholicisme progressiste, personnaliste et ouvert au dialogue. Je ne crois pas que Cité libre ait eu un but politique en tant que tel. C'était un but social, politique, philosophique. C'était la liberté d'expression qui se manifestait là, dans une province où il n'y en avait pas tellement. Et tellement d'organes pour l'exprimer. Pourquoi dites-vous que cette cité libre veut libérer la cité de cet ordre chrétien? C'est tout à fait un postulat qui vous est personnel. Vous dites que ces gens-là n'ont pas les mêmes réformes que moi. Donc, par conséquent, c'est des gens qui ne veulent pas la continuation de la cité chrétienne. C'est ça votre postulat? Mais je ne dis pas vous que dites... moi, parce que non, je crois pouvoir vous dire, prenons le pape qui est le chef de l'Église. Eh bien, je crois lire à peu près... Cité libre provoque des prises de bec avec les catholiques conservateurs. Quand je lis Cité libre, eh bien, je n'ai pas du tout l'impression qu'on va du tout dans le même sens. Non, mais d'autres gens que vous lisent le pape et ont l'impression qu'ils, mon Dieu, ils ne sont pas en contradiction avec le pape quand ils écrivent. Duplessis est agacé par Trudeau, qu'il tient pour un jeune gâté, fainéant et subversif. Il n'est certes pas fâché lorsque l'archevêque de Montréal, Paul-Émile Léger, convoque Trudeau et Pelletier au palais épiscopal et les menace en termes assez clairs de condamner publiquement Cité libre. On savait à ce moment-là, d'ores et déjà, que la revue était interdite dans plusieurs diocèses de la province. Et je pense que c'était dans notre intérêt, aux gens de Cité libre, d'accepter cette convocation-là et d'engager le dialogue. Toute notre pensée était basée sur le dialogue libre entre des adultes. Et donc, on a accepté la convocation, sans doute avec un peu de trépidation, mais on y était allé fermement. L'entretien n'empêche pas les jeunes Turcs de poursuivre leur action sur plusieurs autres fronts. Je cherchais une façon d'embrayer le changement au Québec pour renouveler un peu les idées, un peu les vieilles habitudes de pensée, un peu les vieilles habitudes de culture. Cité libre était une voie. L'autre voie, c'était de travailler avec les syndicats, autant catholiques qu'internationaux, d'abord comme arbitre, aussi comme professeur dans les écoles d'action ouvrière, etc. Pierre Trudeau est un conseiller recherché des syndicats, mais une des voies qu'il explore à son retour d'Ottawa, c'est le rassemblement des groupes politiques dissidents. Depuis un certain nombre d'années, je pense qu'il y a une vacuité dans la province du Québec. On est un certain nombre à souffrir d'un certain silence politique et d'une impuissance politique. Un très grand nombre de gens dans tous les milieux ont fini par se rencontrer pour se dire qu'il était temps qu'on s'y mette à la politique et qu'on s'engage en quelque part. L'Union des forces démocratiques est venue, je pense, un peu de guerre lasse en me disant, on se chicane entre nous, il y a beaucoup de gens contre Duplessis, mais lui, il gagne toujours. Il avait gagné encore en 1956 à notre grand désespoir, puis il va continuer de gagner tout le temps si on n'arrive pas à unir les forces d'opposition. Pierre Elliott Trudeau frise la quarantaine. Il n'a toujours pas d'emploi régulier et n'en a pas en vue. Rien dans sa vie n'est fixe. Et parmi ses amis, c'est souvent un sujet de plaisanterie. On me taquinait bien un peu. Je me souviens de Jeanne Sauvé qui m'avait dit « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand ?» Et ça continuait un peu
même après ma trentaine, parce que je faisais quoi? J'avais fait un peu de droit, j'avais fait un peu de journalisme, je partais en voyage, je revenais, j'écrivais des articles sur mes voyages. Alors, ça n'avait pas l'air que j'avais une carrière bien tracée, ce qui était vrai d'ailleurs. Ces voyages contribuent largement à sa réputation de gauche, qui ne le gêne pas particulièrement du reste, puisqu'il est indépendant de fortune. Il prend part à un congrès économique à Moscou et en fait le compte-rendu dans Le Devoir. Alors que l'anticommunisme frôle l'hystérie en Amérique du Nord, il visite la Chine communiste et Cuba au tout début du régime Castro. En 1961, sa tentative avortée d'avironner de la Floride à Cuba amuse Fidel Castro, qu'il rencontre et avec qui il se lie d'amitié. Pierre Trudeau est soupçonné par ses adversaires politiques de contrebande avec les Cubains. Acusado, sí, acusado. Acusado de ser un comunista porque he traído armas hasta Cuba, hasta la revolución en canoe. Sí. Y de ahí nace la acusación de que venían a traer armas. También. Está bien, si hubieran tenido un portaaviones o algo de eso, tenía más lógica, ¿no? Esas son las cosas de la política, ¿verdad? Sí. Bueno. Les virées de Trudeau en terre communiste et sa réputation de gauche prêtent aujourd'hui à rire, mais pas à l'époque. Question is, have you ever been a member of the Communist Party? I'm framing my answer in the only way in which any American citizen can frame his... Then you deny... Aux États-Unis, dans les années 50, le sénateur Joseph McCarthy fait la chasse aux communistes. Au Canada, la gendarmerie royale est aussi à l'affût des Rouges, et les polices des deux pays échangent régulièrement des listes de suspects. Quand il tente de visiter les États-Unis en 1956, Pierre Trudeau constate que son nom est inscrit sur une liste noire. Et arrivé à la frontière, je fais demander mon nom, tout ça, on regarde une fiche et on dit « Pardon, vous n'êtes pas admis aux États-Unis ». J'ai dit « Oui », en ma tête, j'ai dit « Bon, alors excusez-moi ». Je pensais bien que c'était parce que j'étais allé en Chine, plutôt à Moscou en 1952, quelques années avant. Alors je suis allé voir le consul général à Montréal, puis j'ai raconté mon histoire, puis il a pris mes empreintes digitales et il a fait tout le truc, et finalement, je pense que le McCarthyisme était à son déclin à ce moment-là, puis j'ai pu avoir un visa pour aller aux États-Unis. Ça va durer plusieurs années. Au Québec, 1960 marque le début d'une ère de bouleversements sociaux et culturels. Les francophones cherchent à prendre en main leur destin économique et politique. Pierre Elliott Trudeau amorce une ascension fulgurante qui le portera au sommet de la politique au Canada. Tout a commencé par des funérailles. La mort subite du premier ministre Maurice Duplessis le 7 septembre 1959 modifie du jour au lendemain le climat de la province. Son successeur, Paul Sauvé, met en chantier une série de réformes sociales et politiques. Et au bout de 100 jours de pouvoir, il meurt à son tour subitement. Aucun autre ministre de Duplessis n'a la main assez ferme pour préserver son empire. Et le régime de l'Union nationale commence à se disloquer. L'Union nationale est devenue l'union des scandales. En 1960, le nouveau chef du Parti libéral, Jean Lesage, se met à la recherche de sang neuf pour porter le coup de grâce à l'Union nationale. Il veut constituer ce qu'il appelle l'équipe du tonnerre. Il sollicite le journaliste le plus en vue de la télévision, René Lévesque, qui accepte de faire le saut. A franchi la Méditerranée et a débarqué, pour ainsi dire, dans la vieille France métropolitaine. Jean Lesage et les libéraux remportent une victoire éclatante aux élections de juin. Et René Lévesque se voit confier un poste important au cabinet. Pierre Trudeau et René Lévesque ne sont évidemment pas des étrangers, mais ils se connaissent assez peu.
Trudeau se souvient que Gérard Pelletier, collègue de Lévesque à la télévision, le lui a présenté un jour. Gérard et moi, on était à la cafétéria. Je pense Gérard avait un programme de télévision et j'y avais participé. Puis on prenait un jus. Et l'évêque était venu. Je ne le connaissais pas, l'évêque, mais je savais que Pelletier le sollicitait pour qu'il écrive un article dans Cité Libre. Alors, l'évêque Pelletier a dit, bon, c'est le temps que je vous présente l'un à l'autre. Et il appelle René, qui s'en venait avec son café, puis son journal, et sa cigarette. Et on se dit bonjour. Puis je lui ai dit, pourquoi qu'est-ce que t'attends pour nous donner ton article dans Cité Libre? Il dit, il faut avoir un peu de temps pour faire ça. Puis je suis très occupé. J'ai dit oui, puis il faut avoir quelques idées aussi. Puis il faut savoir écrire. Je blaguais évidemment, mais un peu sarcastiquement. Puis il n'a pas trouvé ça très drôle. Ça l'était peut-être pas non plus. Alors nos relations avaient été un peu chaotiques à cette première rencontre. Mais après ça, on se voyait très souvent. Avec la Révolution tranquille, le Québec prend conscience de l'inégalité du français au Canada, en particulier dans les institutions fédérales. Des manifestations éclatent dans les rues de Montréal quand le président des chemins de fer nationaux, Donald Gordon, se défend de ne pas nommer des Canadiens français au poste de commande de la Société d'État sous prétexte qu'ils n'en trouvent pas d'assez compétents. Pierre Trudeau partage l'irritation générale. Il connaît bien la discrimination exercée contre le français pour l'avoir constatée à Ottawa. À la fin des années 40, je vous assure qu'il n'y avait pas beaucoup de Français nulle part. Si on voulait le parler, il fallait traverser à Hull. Et d'excellents fonctionnaires, surtout au ministère des Affaires extérieures et à la justice, par exemple, étaient obligés, s'ils voulaient que leur ministre ou leur sous-ministre comprennent leur mémoire, il fallait les faire en anglais. Il n'était jamais question de parler français au Conseil des ministres, encore moins dans les conseils interministériels de fonctionnaires. Alors, tout ça, à un moment donné, je me disais bien, les Québécois ne vont pas vouloir continuer de travailler à Ottawa. Je me demande si ce n'est même pas le cas de Jacques Parizeau, qui était un excellent fonctionnaire à la Banque du Canada, mais qui s'est fatigué, ou peut-être au ministère de la Justice, des Finances, j'oublie. Il se fatiguait un peu, à un moment donné, de toujours travailler en anglais, surtout quand il s'agissait de deux hauts fonctionnaires qui parlaient parfaitement le français tous les deux. Je connaissais assez mon histoire pour savoir qu'elle était parsemée d'incidents ou d'intolérance vis-à-vis de la majorité francophone. Déjà dans Cité Libre, dans des articles soi-disant savants que j'écrivais sur la démocratie au Québec, j'expliquais que la bourgeoisie anglophone au Québec faisait une alliance avec les autorités québécoises qui était presque méprisant pour la majorité francophone. Enfin, ces gens de Westmount qui étaient là depuis des générations et qui ne savaient même pas dire bonjour ou merci en français, il y avait un certain mépris. Et moi, comme j'étais anglophone et francophone et que je chevauchais un peu les deux groupes, je le voyais bien. Le dégel qui suit la mort de Duplessis ouvre enfin à Pierre Trudeau la porte de l'université. Il devient professeur de droit à l'Université de Montréal. J'avais déjà passé le moment de mon grand zèle pour l'enseignement, mais je l'aimais beaucoup quand même. Et j'étais content d'être professeur associé de droit, puis mêlé à l'Institut de recherche en droit public, etc. Mais peu à peu, j'ai déchanté parce que non seulement les étudiants à ce moment-là étaient en grande majorité influencés par le séparatisme, ce qui m'intéressait parce que ça faisait des bonnes discussions en classe. Ça avait l'air bien provincial aussi. Oui, par rapport à la composition des étudiants. Par rapport à la composition des étudiants. Trudeau en discute aussi avec ses collègues, comme Camille Lorrain, professeur à la Faculté de médecine, son ancien voisin à Outremont, et depuis les jours du quartier latin, un compagnon de route dans la lutte pour la modernisation du Québec. Et à ce moment-là, on avait déjà commencé, parce que c'était donc le début des années 60, c'était avec la Révolution tranquille. C'était des années de fièvre, d'effervescence. Oui, on a dû commencer à ce moment-là de parler de nationalisme, de la Révolution tranquille. Mais on parlait aussi beaucoup de modernité. René Lévesque est un acteur de premier plan de la Révolution tranquille.
Pierre Trudeau est d'abord favorable aux réalisations du tandem Lesage-Lévesque, en particulier la réforme de l'éducation et la laïcisation des services sociaux. Mais quand Lévesque prend un tournant plus nationaliste, il s'en sépare. Il pense, par exemple, que la nationalisation de l'électricité est prématurée. Il s'oppose aussi à la campagne du Maître chez nous, qui prétend rendre au Québec la maîtrise de son destin économique et social. René Lévesque finit par se sentir isolé à Québec, coupé du souffle réformiste de Montréal. On s'est mis à se réunir ici même parce que René m'avait téléphoné de Québec. Il m'avait dit, tu sais, je me sens un peu seul à Québec, je vais finir par me faire une équipe, mais pour le moment, j'ai personne avec qui discuter. Tu pourrais pas réunir les copains chez toi le vendredi soir, parce que je descendrai de Québec en vitesse et puis on pourrait discuter de tout ce qui nous intéresse. C'était du billard pour moi de rencontrer un ministre du gouvernement qui faisait la Révolution tranquille, de rencontrer Jean Marchand qui était chef prestigieux de la Confédération des syndicats nationaux et qui connaissait le Québec comme le revers de sa main. Puis ensuite, Laurent Dauc, qui était rédacteur en chef du Devoir, et toi, rédacteur en chef de la presse. Tout ça pour un gars qui enseignait le droit constitutionnel, c'était pas mal donné. Et je pense que dans ces discussions-là, certainement que Marchand et moi, on s'est dit, et toi aussi, puisque tu es entré avec nous, on va aller faire contrepoids à Ottawa. C'était pas tant que ça aille bien à Québec, mais si ça va trop bien ici et trop mal là-bas, d'un mouvement naturel, le Québec va vouloir exercer tous les pouvoirs, donc ça va être l'indépendance, donc ce serait la fin d'un pays qu'on n'a pas de raison d'abandonner en tant que Canadien français. En 1963 apparaît un phénomène nouveau au Québec, l'action terroriste. Se réclamant du Front de libération du Québec, des éléments extrémistes recourent à la violence pour accélérer l'avènement de l'indépendance. Le FLQ s'attaque d'abord aux institutions fédérales, comme la Poste. Le Québec tout entier est consterné. Bien qu'il soit membre d'un parti et d'un gouvernement fédéraliste, René Lévesque semble de plus en plus sympathique au séparatisme. En 1964, à l'émission This Hour Has 7 Days, au réseau anglais de Radio-Canada, Lévesque est mis sur la sellette par le journaliste Larry Zolf et par un intervieweur de circonstance, Pierre Trudeau. Monsieur le ministre, many separatists are identified, rightly or wrongly, by the population of Quebec as forces of disorder. Some people want this disorder and think it is good, but the general opinion is that separatism is a force of disorder now. It is in a way. Mm-hmm. Well, this being true, is there not some danger? But some disorders, I'm sorry, but you'll admit, I think... Oh, I'll admit. Some disorders are democratic rights. Completely admit that. What I'm afraid of is the backlash against this disorder. Because we live in a social and political context where forces of authority have traditionally behaved in a very authoritarian way. If you're looking for a society of angels or angelic democracy, we know that we won't get it tomorrow, but I frankly am convinced that it doesn't exist as any kind of real danger. But if the climate should change, if we should become anything like a police state in any shape or form, violence could become justified. Trudeau comprend qu'il ne pourra contrer la flambée nationaliste de sa tour d'ivoire. Il lui faudra mettre les mains à la pâte. L'occasion se présente aux élections fédérales de 1965. Le premier ministre Pearson, cherchant à renouveler son personnel québécois, lorgne du côté de Jean Marchand, qui insiste pour que Trudeau et Pelletier l'accompagnent. C'est à titre aézonidal sans confédération. S'il fait froid, je suis à Côte-Nord, on ne peut pas travailler dans la construction sans confédération. Il était assis en face de moi, j'étais ici, tu étais là où tu es maintenant, et il a dit, c'est aujourd'hui qu'on décide. On y va ou on n'y va pas. En politique fédérale. En politique fédérale. Et si vous ne décidez pas, moi je mets fin à cette aventure, j'y vais pas non plus. Je me suis dit, plutôt que de
passer des années à enseigner à des étudiants qui veulent parler de rien d'autre que d'indépendance, je suis mieux d'entrer en politique puis d'aller leur montrer qu'il y a des alternatives, il y a une alternative. C'est de prendre en main la politique canadienne, d'en faire une chose où les Québécois seraient à l'aise. Pierre Trudeau avait pourtant fait campagne contre les libéraux fédéraux 2 ans auparavant parce que Lester Pearson, prix Nobel de la paix, avait viré capot sur le désarmement. Une fois installé au pouvoir, il avait accepté que le Canada se joigne au club nucléaire. Militant pacifiste, Pierre Trudeau avait sévèrement condamné cette décision. Des armes et leur abolition avant qu'ils détruisent le monde. Lester B. Pearson, avant qu'il devienne, comme disait mon ami Vadeboncoeur, le défroqué de la paix. Dans le même souffle, Pierre Trudeau avait aussi accusé les députés libéraux fédéraux de se conduire comme des moutons de panurge et d'obéir à tous les caprices du chef. Il reconnaît qu'il ne tournait pas toujours la langue 7 fois avant de parler. Je n'ai jamais été très collégial. Je ne suis pas l'homme pour aller taper dans le dos à tout le monde et devenir ami tout de suite. Les Trois Colombes, comme les baptise le journaliste Jean-V. Dufresne, s'empressent de se justifier. Les Québécois qui peuvent le faire sont justifiés d'apporter, enfin, comme contribution, ce qu'ils peuvent apporter. Alors, je me considère dans ce groupe-là, à tort ou à raison, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire de la politique fédérale. Maintenant, pourquoi, disons, dans le Parti libéral plutôt que dans un autre parti? C'est le seul grand parti qui a, à l'heure actuelle, le désir exprimé et les moyens d'apporter des solutions aux problèmes qui, moi, me préoccupent. Je suis venu à la conclusion, personnellement, que ce parti-là était susceptible d'accueillir le genre d'idées que je veux y préconiser. Guy Favreau, le chef de la députation québécoise, jure qu'on ne leur a fait aucune concession. Pas de promesses, pas de conditions. C'est un pieux mensonge. En fait, Jean Marchand a exigé pour ses amis des comtés faciles. Pierre Trudeau veut se présenter dans Saint-Jean contre Yvon Dupuis, mais il est forcé d'accepter Mont-Royal, où il devra faire face à son ami Charles Taylor. Finalement, Pelletier et Marchand m'ont pris de côté. On était chez Pelletier, et puis ils ont dit, écoute, t'es entré en politique pour te battre, et il faut se battre contre ceux qui défendent des idées politiques différentes des tiennes. C'est pour ça que t'es en politique. Et on m'a fait faire une chose que je fais jamais. On m'a fait boire quelques scotch pour obnubiler un peu mon sens de l'opposition. Et j'ai fini en me disant, bon, OK, allons-y, à la bataille. Pierre Trudeau doit affronter 7 autres aspirants à la mise en nomination. Mais à l'élection, il passe comme dans du beurre. Il verra des jours plus durs. De la Chambre des communes, le nouveau député libéral de Mont-Royal détonne. Le chef de l'opposition lui tombe sur le nez pour oser se présenter avec un foulard de soie au cou et des sandales. Il perd sa salive. Pierre Trudeau adore faire la nique au protocole et l'image du playboy ne lui déplaît pas. Il tient tant à sa liberté que lorsque le premier ministre le rejoint à Londres par téléphone pour lui proposer de devenir son adjoint parlementaire, Trudeau d'abord refuse. Très tôt après, je reçois un deuxième téléphone, c'était Jean Marchand, plutôt furieux et impatient. Il dit, on n'est pas entré là-dedans pour jouer, on est entré là-dedans pour travailler, et puis on a du travail à faire. Puis moi, je t'obtiens de personne qui le nomme adjoint parlementaire, et tu hésites. Sois sérieux, quoi. Puis une bonne engueulade. Alors je dis, oui, ça va, chef, j'accepterai, mais bouscule-moi pas. En 1967, année du centenaire du Canada, Lester Pearson se préoccupe de fortifier l'unité de la nation. Que Dieu bénisse le Canada. God bless Canada. Le premier ministre Pearson juge impératif d'attribuer aux Québécois des portefeuilles de poids dans son cabinet. En avril, 1 an après en avoir fait son adjoint parlementaire, Pearson désigne Pierre Trudeau ministre de la Justice.
J'ai eu de la misère avec les différents ministres, et c'est pour ça sans doute que le ministère de la Justice, mes fonctionnaires, étaient contents de me trouver là, un peu naïf, un peu fringant, prêt à attraper des problèmes qu'aucun autre ministre avait eu le temps ou le désir d'aborder avant, depuis peut-être des années. Et finalement, M. Pearson et la majorité de ses collègues ont dit, bon, s'il est prêt à se casser la gueule là-dessus, qu'il y aille. Certainement, c'est des choses souhaitables, mais politiquement, ça va peut-être nous nuire, mais c'est lui qui emportera le fardeau. Il y avait la question du divorce aussi. Jusqu'à ce moment-là, pour être divorcé, il fallait qu'il y ait eu une loi du Parlement. Il y avait une loi par divorce. Il n'y avait pas un règlement général. Alors j'ai dit, bon, il faut moderniser ça. Déjà, le Sénat avait fait quelques progrès pour rendre la chose un peu plus routinière, mais il restait que pour avoir un divorce, légalement, il fallait prouver l'adultère en prenant des photos, il fallait convaincre un comité du Sénat que ce mariage-là était brisé, etc. Alors on a dit, on va faire une loi générale. Trudeau se heurte à une opposition encore plus vive lorsqu'il s'attaque à l'avortement, au contrôle des armes à feu et à la décriminalisation de l'homosexualité. Tout ce que nous disons dans l'amendement au Code pénal que nous proposons, c'est que ce qui sera en privé entre deux adultes, que ce soit un homme et une femme ou pas, ça les regarde, ça ne regarde pas la police. Ça regarde la conscience des gens, ça regarde peut-être leur confesseur ou leur relation avec la religion. Nous n'autorisons pas l'homosexualité. Nous disons simplement que nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe. Le nouveau ministre de la Justice constate que les objections de ses collègues du cabinet sont plus souvent d'ordre politique que moral. Moi, j'argumentais, la suite m'a donné raison, que la population canadienne et québécoise, d'ailleurs, était prête pour des idées nouvelles, des idées plus modernes. On avait fait cette lutte-là pour en arriver à la révolution tranquille dans le Québec. Il fallait faire une sorte de révolution des mentalités dans le Canada également, et c'est pour ça que j'étais allé à Ottawa. L'homme jusque-là si jaloux de sa vie privée devient un personnage hautement public. Il est omniprésent à la télévision. Et puis, c'est honnête. Ça me fait plaisir qu'il y ait un Canadien français qui a eu l'honnêteté de dire que le divorce existe. Et puis, il faut le reconnaître. Mais vous savez, au fond, c'est venir à Montréal et t'entendre parler d'autres choses que de séparatisme. Mais est-ce qu'on en parle encore? Il est montréalais, il est avocat, il est bilingue, il a fait des études en France, en Angleterre. Il a été choisi parmi les 10 plus beaux hommes de l'année. Il est jeune, il est ministre du gouvernement fédéral. On le voit même dans les émissions de variété. Mesdames, Messieurs, voici... Pierre Trudeau voit les feux de l'actualité braquer sur lui et il y prend un plaisir évident. What's your ultimate goal in life? Do you want to be Prime Minister someday? Hell no, I won't even be Minister of Justice if you don't let me go back to work. I don't want to be anything but administer this department well. Aux élections générales de 1966 au Québec, Jean Lesage et René Lévesque sont chassés du pouvoir par l'ancien parti de Maurice Duplessis, l'Union nationale. Le nouveau premier ministre, Daniel Johnson, se révèle encore plus autonomiste. Pierre Trudeau et ses amis, en pleine ascension à Ottawa, ne semblent pas trop s'en inquiéter. Mais survient De Gaulle qui jette de l'huile sur le feu. En visite officielle à l'Expo 67, le président de la République française prend même le premier ministre Daniel Johnson par surprise avec son fameux cri du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal. Je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre.
L'élan du général de Gaulle provoque une crise diplomatique instantanée. À Ottawa, le Conseil des ministres se réunit d'urgence pour aviser. Jules Léger, ambassadeur du Canada à Paris, prend part aux délibérations. Et alors, on s'est partagé, on a fait la discussion. Je pense que M. Martin, comme ministre des Affaires étrangères, était par fonction obligé de songer au maintien des bonnes relations. Jules Léger aussi. Mais Jean Marchand et moi, on trouvait assez odieux cette intrusion dans un débat politique interne au Canada par un chef d'État qui, voulant ou pas voulant, s'était mêlé de donner un coup de pouce à l'élément séparatiste, que c'est ça comme ça a été interprété. Alors, finalement, on a eu le débat, puis M. Pearson s'est retiré, puis il a tiré les conclusions qu'on sait, à savoir que c'était... il avait dit que c'était inacceptable, je pense, la déclaration de Gaulle, ce qui avait conduit au retour de Gaulle en France sans visiter Ottawa. Tant pis pour lui. Le premier ministre Daniel Johnson mise sur la montée du séparatisme pour arracher plus de pouvoir au gouvernement fédéral. Il a fait campagne en se réclamant du slogan « Égalité ou indépendance ». Pearson est disposé à rouvrir le débat constitutionnel pour céder à quelques-unes des revendications du Québec, mais Trudeau s'y oppose fermement. Je pense que je connaissais le Québec mieux que lui, et j'aurais pu lui dire, écoutez, une fois vous allez ouvrir ça, on va en souper de la Constitution. C'est un panier de crabes. Vous pensez faire quelques petits amendements mineurs et que tout à coup le Québec soit content. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Lester Pearson invite quand même Daniel Johnson et les autres chefs provinciaux à une réunion constitutionnelle en février 1968. Le premier ministre Johnson établit sa position dès la première session de la conférence. Mais je voudrais qu'il soit clairement établi que la province de Québec n'est pas venue quémander des droits à Ottawa. Elle est venue négocier pour que, à l'intérieur du fédéralisme, on puisse développer un Québec fort. Mr. Johnson's difficulty is not with the federal government. It is with federalism as such. May I make a correction also, and I'll make it in English because it is directed to my fellow premiers and prime ministers of provinces. When I talked about difficulty with the interlocutor, I didn't mean the federal government. Specifically, it was with the Minister of Justice. Le premier ministre Pearson a mis fin à cet affrontement en suggérant la pause café. Et Jean-V. Dufresne a pu obtenir les déclarations suivantes. C'est un fait constant dans toute l'histoire politique du Canada. Pour arriver chef d'un parti fédéral, il faut montrer au reste du Canada qu'on ne se laissera pas conduire par Québec. Et M. Trudeau a réussi ça ce matin d'une façon très claire, mais je crois que M. Trudeau joue le vieux jeu qui consiste à diviser le Canada au lieu de tenter d'harmoniser ou de créer une certaine solidarité. M. Trudeau, pour en venir justement à vos idées, là, M. Johnson dit que si vous devenez premier ministre du Canada, c'en est fini du Canada. C'est quand même assez grave. C'est quand même une autorité assez suspecte. Lui, il a intérêt, évidemment, à affaiblir la présence canadienne-française à Ottawa. Parce qu'en tapant sur nous ici, il peut dire, ben moi je suis seul à parler au nom de la nation, comme il dit, canadienne-française. Alors, si c'est lui qui est le seul autorisé à le faire, c'est clair qu'ici, on n'a rien à faire. Quelques jours plus tard, la carrière de Pierre Elliott Trudeau prend un tournant décisif. Lester Pearson annonce soudain sa retraite après 40 ans de vie publique. Une demi-douzaine de ses ministres brûlent de chausser ses bottes. I will indicate in no way any preference for any successor. Je me souviens qu'une fois au collège, dans les premières années, on nous avait demandé de parler
de sa carrière, de ce qu'on voulait faire, etc. Et c'était surtout la notion de voyageur au long cours, de capitaine au long cours, d'explorateur, de découvreur. Et c'est possible que j'avais dit qu'à la fin de ma vie, je serais un personnage sérieux, peut-être gouverneur général, peut-être premier ministre. En 1968, ce rêve d'enfance ne l'effleure plus. Trudeau est trop épris de liberté et il confie à ses amis qu'il ne veut pas de la direction du Parti libéral. Mais ils savent fort bien que depuis son enfance, Pierre Trudeau ne renonce jamais à une bataille.